Raph, bonjour, merci beaucoup en tout cas que tu me reçoives ici au Palais des Sports. C'est vraiment top de ta part et merci en tout cas. Je suis ravi que tu aies accepté cette invitation déjà dans mon podcast. Déjà, est-ce que pour commencer, on va retracer un petit peu tout ton parcours, ta carrière exceptionnelle, notamment à Saint-Raphaël. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, pour commencer, notamment de tes débuts au handball et quelles ont été un peu les premières impressions que tu as eues quand tu es arrivé notamment au club de Montpellier en 2004? Alors déjà, j'ai commencé au handball assez tard, moi, donc j'ai un parcours atypique, hein. À 16 ans, j'ai commencé le hand, puisque avant je faisais pas mal de sport et j'ai découvert le handball à 16 ans. En fait, ça allait très vite, hein, puisqu'au bout de la première année, je crois que j'ai été repéré. J'avais fait un détection en centre de formation, je n'avais pas forcément été pris, mais sur un tournoi de fin d'année, il y avait l'entraîneur, M. Patrice Canaille, qui était là et qui m'a repéré et j'ai intégré le centre de formation. Voilà. Et puis les échéances sont faites, je me suis entraîné, j'ai commencé à être bon, je me suis entraîné avec les pros et j'ai eu mon premier contrat pro, je crois en 2005 ou 2000. C'était une ambition ça, de devenir professionnel? À la base, pas du tout, puisque j'avais quand même. J'étais bon dans tous les sports, mais je ne pensais pas à vouloir être sportif de haut niveau. Et c'est vrai que quand l'occasion s'est prévenue et que Patrice a appelé mes parents un jour, le rêve s'est réalisé. Et le fait de rentrer au centre de formation, de voir ce qu'était un sportif et surtout intégrer, à l'époque Montpellier était la meilleure équipe de France. Donc du coup c'était incroyable et en fait oui j'avais envie de devenir pro et de vivre de ce métier-là. Mais j'étais à l'époque encore jeune et insouciant et j'avais ce côté un petit peu, j'étais étudiant donc c'est l'insouciance de l'étudiant, d'une ville Tu formatrice. faisais des études dans quoi là-bas? Je faisais un BTS. Je faisais un BTS électrotech. Et du coup, je n'étais pas forcément sérieux à l'époque. Donc j'étais un peu plus amené des fois un peu à faire la fête. Et c'est ce qui m'a fait défaut. Et c'est pour ça qu'un jour, en rentrant de vacances de janvier, Patrice m'a dit qu'il allait donner la chance à un autre. Alors que j'ai eu mon contrat pro. Et en fait, je pensais que quand j'ai eu le contrat pro, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je l'ai, c'est arrivé. Au final, non, c'est là qu'il faut redoubler d'efforts et continuer à persévérer, à travailler et à prouver. Et donc je suis parti de janvier. Alors à l'époque triste, mais aujourd'hui très heureux d'être parti parce que je pense que ça a été très bénéfique pour moi, pour ma carrière. Et merci Patrice parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis devenu le joueur que je suis. Et quand je suis arrivé au club de Saint-Raph, je me suis dit plus jamais je voulais qu'on décide pour moi de mon avenir. Et ça a toujours été le cas. J'ai pu décider de ma suite, quoi. Et donc pour retracer un petit peu ton parcours, tu es devenu cette année le meilleur buteur du championnat de France. De l'histoire. Oui, de l'histoire bien sûr. Qu'est-ce qu'on ressent en ce moment-là quand on marque ce but sur toute cette carrière exceptionnelle? J'ai déjà été meilleur buteur de l'histoire avant parce que le record c'est 1300 et je l'avais battu il y a quand même quelques années. Là cette année c'était 2500 buts. Donc c'était un moment particulier parce que c'est la première fois qu'un joueur atteint ce chiffre-là. Surtout à domicile, je le fais, donc dans ma terre maintenant qui est ma ville de cœur. Et voilà, c'est une fierté, surtout une reconnaissance et tout le travail que j'ai fait depuis 20 ans de carrière. Et tu te dis, voilà, c'est des années, des heures passées sur le terrain à courir, à se donner à fond. Et voilà, c'est la récompense d'un travail depuis de nombreuses années. Et c'est une fierté aussi personnelle et une reconnaissance dans le milieu du handball, quoi. Donc ce que tu cherches, c'est d'atteindre le plus haut. Et à travers ces buts et à travers d'autres choses qui sont passées dans ma carrière, voilà, je suis fier de moi. Est-ce que tu peux dire que c'est le tournant de ta carrière ou est-ce qu'il y a eu peut-être un moment où justement il y a eu vraiment un vrai tournant dans ta carrière, notamment lorsque peut-être tu es devenu le meilleur buteur, ce que tu dis en 2016 notamment? Non, là où j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais être un joueur à part, c'est les années où je commençais à être meilleur buteur du championnat. Où j'étais toujours deuxième. Après, à l'époque, on rigolait parce qu'on m'appelait toujours celui qui finit deuxième à la course cycliste, c'était Pouli d'or. Donc on me disait toujours que tu étais le Pouli d'or parce que j'étais toujours numéro 2 et la fois où je suis numéro 1, je crois que j'ai été 3 fois numéro 1 meilleur buteur du championnat, 3 fois d'affilée, c'était jamais arrivé. Et en fait, j'ai pris conscience que voilà, j'étais un joueur à part, un buteur, et j'étais toujours attiré par la performance et être le meilleur en fait. Je suis dans les petits jeux, que ce soit l'échauffement, partout dans la vie, j'essaie d'être le meilleur. Et j'avais cette motivation d'aller en équipe de France, moi, donc qui a été quelque chose dans ma carrière qui a été très très important. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de ce moment-là? Pour moi, c'est un des moments clés de ma carrière, hein.
j'ai tout fait pour y être. J'aurais pu y être avant et ça ne s'est pas produit, alors que j'avais fait les choses pour. Malheureusement, voilà, c'était pas le moment, ou à l'époque, je n'étais pas peut-être dans le bon truc, dans le bon wagon. Et à 32 ans, j'ai eu cet appel qui m'a changé beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, c'était l'épanouissement, l'aboutissement d'un travail. Et je pense que pour un sportif de haut niveau, qu'est-ce que tu recherches? C'est d'aller en équipe de France, de jouer le haut niveau. Et pour moi, c'était l'aboutissement et la fierté vraiment d'y être. T'estimes, toi, en tant que, peut-être même en tant qu'homme et en tant que joueur, être arrivé à l'apogée de ta carrière, justement à 32 ans, à la meilleure forme de ta carrière? C'est plus ça, vraiment la meilleure forme de ta carrière, à quel moment, toi, je pense que les 2 ans avant, j'étais déjà à l'apogée. Mais je pense que l'aboutissement, ça a été à 32 ans, être en équipe de France et ça veut dire être reconnu par tout le monde. Et surtout que ça faisait des années que tout le monde me sollicitait pour pourquoi tu n'es pas en équipe de France. Et je pense que ça a été vraiment la plus belle récompense. Donc voilà, et puis ça a été une aventure exceptionnelle. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai fait le tour, entre guillemets, parce que j'ai 40 ans, c'est ma dernière année. Et je pense que j'ai eu la chance de vivre des grands moments, que ce soit en équipe de France, avec le club. Et je repars fier. Voilà, j'ai pas de... Et justement, un petit peu, quand on est joueur pro comme ça, je pense qu'il y a énormément de sacrifices à faire pour arriver où tu en es arrivé aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu des défis que tu as rencontrés tout au long de ta carrière, et justement, que ce soit sur le terrain ou en dehors? Par exemple, je te dis un exemple tout bête, peut-être tu ne peux pas faire du ski comme tu as envie pendant l'hiver. Ouais. Voilà, des petites choses comme ça qui paraissent anecdotiques. Sportif de haut niveau, il y a les avantages et les inconvénients. Tout le monde ne sait pas, mais... par exemple, on va parler d'inconvénients, mais c'est l'inconvénient familial. Par exemple, un joueur de haut niveau qui reste comme moi longtemps dans un club, c'est très rare. Un joueur de haut niveau, en principe, ça reste 3-4 ans dans un club, ça s'en va. Du coup, quand tu as une famille, ta famille, elle doit te suivre. Donc, ça veut dire changer d'emploi, tu vois, ça, c'est des petits détails. Comme tu as dit, tout ce qui est sport extrême, on n'a pas le droit. Donc, l'année prochaine, je vais faire du ski. Depuis 20 ans, je n'ai pas à skier. C'est des petits trucs qui vont changer ma vie. Ta vie, elle est programmée, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu as des emplois du temps qui sont donnés tous les mois, et c'est comme ça. Ensuite, la performance, le sportif haut niveau, c'est-à-dire c'est tout le temps être performant, la remise en question, rien n'est acquis parce que quelqu'un derrière va prendre ta place. Donc tu as aussi cette pression en tant que joueur, mais aussi la pression en tant que les dirigeants qui ont des résultats. Si tu n'as pas des bons résultats, du coup le club est en difficulté parce que les partenaires vont peut-être pas suivre, pas mettre autant d'argent, la mairie, donc du coup nous, nos salaires, ça va être aussi en fonction de ça. Donc tu as beaucoup d'inconvénients, et après les avantages, c'est sûr que tu vis de ta passion. On n'a pas des salaires de footeux, mais on a des bons salaires qui nous permettent de vivre en tout cas correctement, de mettre un peu d'argent de côté. Et voilà, donc, et puis aussi tu vis des moments extrêmes devant des publics, des salles remplies. Et puis voilà, donc c'est tout ça qui va me manquer, c'est sûr, l'adrénaline en fait. Bien sûr. Pendant ces 20 ans que l'année prochaine, j'aurai plus. Et justement, là, comme tu arrives aussi à la fin de ta carrière, comment tu as réussi à gérer un petit peu cette pression? Il y a énormément de nouveaux talents qui sont arrivés, notamment dans l'équipe de Saint-Raphaël, des jeunes joueurs, avec aussi ce centre de formation qui émerge. Comment pour toi, tu as considéré peut-être aussi ce nouveau rôle de cadre à la fois dans l'équipe, dans le vestiaire, peut-être sur le terrain aussi, et d'être un modèle un petit peu pour la jeune génération qui arrive? Moi, je l'ai eu dans mon cas quand j'ai commencé. J'avais des modèles, des Greg Anctil, des Laurent Pisségur, mais bon, c'est des anciens joueurs quand j'ai commencé à Montpellier, qui m'ont appris des valeurs en fait, sportives, de travail, de toujours vouloir gagner, d'être le meilleur. Et en fait, c'est quand je suis arrivé à Saint-Raph, il y a eu des anciens aussi qui étaient là, des Nikola Vojovic, des Raresh, des Nicolas Moretti qui étaient là aussi pour me donner la voie. Et en fait, j'ai toujours eu cette remise en question de performer, de travailler dur et d'essayer d'être toujours parmi les meilleurs. Donc voilà, j'essaie d'instaurer ça maintenant. Au début, j'avais un rôle plutôt de vouloir être au devant de la scène. Et au fur et à mesure de ma carrière, maintenant plutôt dans la fin de carrière, je suis plutôt dans un rôle de transmission, où j'essaye d'amener ces jeunes dans la performance et leur montrer la voie, que c'est la difficulté aussi de ce métier. Est-ce que tu dois, là je le dis comme ça, mais je ne sais pas exactement, mais il doit y avoir presque 20 ans d'écart avec les plus jeunes, ou peut-être les plus jeunes. Et donc je pense qu'à 18-19 ans, ils ont peut-être pas, justement, ils ont peut-être pas tous ces vices, etc., peut-être du monde professionnel. Et donc c'est à vous aussi de ne pas tomber peut-être des fois dans des pièges de match où justement mais surtout le contexte fait que ça pourrait... parce qu'on est un peu une tête brûlée quand on a 18-19 ans,
on a envie tout de suite de. Donc c'est En peut-être. fait, le souci qu'il y a à cet âge-là, c'est que tu penses que quand tu fais un bon match, que du coup, ça y est, que c'est acquis, que tout est arrivé, quand tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent, que ça y est. Non, non, le handball, c'est le sport de haut niveau, c'est dur. C'est un jour, tu es bon et tu es là, et le lendemain, tu n'es pas bon et tout le monde t'enfonce. Donc, du coup, arriver à trouver cette régularité, en fait, c'est ça le plus dur dans un sportif de haut niveau. Être régulier et se remettre en question et travailler et ne pas croire que tout est acquis. Donc, voilà, c'est tout ça, en fait, de leur faire comprendre que vous jouez avec nous, vous avez la chance de jouer avec nous, mais petit à petit, les choses vont arriver. Petit à petit, tu vas avoir du temps de jeu. Prouve à chaque fois, quand tu rentres sur le terrain, de tes valeurs et qu'on aura besoin de toi, en fait. Donne confiance au groupe. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé au plus profond de toi peut-être pour de rester justement, de continuer à jouer au plus haut niveau jusqu'à 39-40? Je ne sais, c'est pas forcément courant dans le handball. Moi, c'était de vouloir être le meilleur à mon poste. Pendant des années, je voulais être le meilleur à mon poste, prouver à tout le monde que j'étais le meilleur, marquer des buts, donc être le meilleur buteur chaque année. En fait, chaque année, je me donne des objectifs individuels. En fait, c'est comme ça que marche un sportif. En tout cas, comme ça que je l'ai pensé, c'est que j'avais des objectifs individuels dans un objectif collectif. Moi, le but, c'est d'être en Coupe d'Europe, chaque année avec le club, de pouvoir jouer la Coupe d'Europe. Quand tu joues la Coupe d'Europe, tu es au devant de la scène. Donc, c'est-à-dire au niveau média, au niveau joueur, au niveau plein de choses. Ensuite, après, tu as l'objectif personnel, moi, c'était par exemple, toute ma carrière, c'était marqué entre 8 et 10 buts par match. Voilà. Quand je ne marquais pas 8 buts, je rentrais à la maison, j'étais énervé, quoi. Tu vois, malgré qu'on gagnait des fois le match, en fait, j'étais frustré parce que moi, je n'avais pas atteint mon objectif personnel, tu vois. Donc c'est ça qui me poussait à aller loin. Et puis aussi, bien sûr, l'équipe de France, c'est quelque chose qui m'a toujours poussé. Donc quand tu vois la liste sortir, je regardais si j'y étais, quoi. Donc c'est quelque chose qui te renforce aussi. Et après, voilà, c'est la force mentale de pouvoir continuer et à être régulier, quoi. Et justement, est-ce que tu peux peut-être nous faire part d'une petite anecdote, d'un rituel ou d'une habitude que tu as peut-être d'avant-match qui t'aide justement à rester concentré, performant? Je sais pas, chaque sportif de haut niveau Alors, et chaque maintenant, sportif en général. j'en ai beaucoup moins maintenant. J'en ai beaucoup moins. Maintenant, je fais beaucoup de travail vidéo, travail sur l'adversaire, connaître les gardiens par cœur. Tu vois, ça, c'est un travail que j'ai fait toute ma carrière. Peut-être qu'avant, c'est vrai que quand je te dis je marquais ou être marqué le meilleur buteur, je regardais un peu les stats à l'ENH pour savoir combien de buts si je mets aujourd'hui en plus. Je vais être arrivé au numéro 1, tu vois, des petits trucs comme ça qui me permettaient de me motiver intérieurement et d'arriver au match avec cette motivation en plus que d'autres joueurs l'ont pas, quoi, tu vois. Tu as des buteurs, tu as des gens qui sont quand même plutôt passés. Et moi, ça a été plutôt le côté buteur que j'avais. Donc voilà, des petits trucs comme ça. Et puis après, la cohésion de groupe a été hyper importante. Quand tu as des mecs qui sont avec toi et qui te donnent envie de gagner, c'est plus facile de se motiver aussi, quoi. Et toi, justement, qui as aussi une expérience dans le handball de haut niveau, comment tu décrirais un petit peu l'évolution du handball quand tu as commencé et aujourd'hui? Est-ce que tu vois une vraie évolution Oui, l'évolution, elle est nettement, voilà, déjà sur la vitesse, sur le jeu, sur les joueurs aussi, ils ont évolué physiquement. Avant, on avait des joueurs un peu plus lents, un peu plus, tu vois, moins mobiles. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont capables d'attaquer, défendre, et ça va beaucoup plus vite, quoi. Donc, plus physique? Plus physique, ouais, plus physique et à la fois rapide. Donc, du coup, c'est un jeu qui demande des capacités physiques beaucoup plus importantes, quoi. Voilà, c'est vrai que j'ai commencé avec des anciens joueurs, je te dis, des Nicolas Moretti qui étaient plus défensifs, tu vois, un peu costauds, mais qui avaient du mal à se bouger. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des joueurs comme Nicolas Moretti qui avait quand même, par contre, cette envie de gagner, qui amenait du positif au groupe. Donc voilà, non, D'ailleurs, je te montre une photo parce que tu me parles de Nicolas Moretti. Il m'a justement envoyé une photo pour toi. C'était celle-ci. Et je la montrerai à nos auditeurs pendant le podcast. Ouais. Et justement, il m'a envoyé un petit message où il m'a dit de te dire que dis-lui qu'il a de la chance que je faisais que de la défense, sinon j'aurais tiré moi-même les pénaltys et c'est moi qui aurais eu le record. Que de bons souvenirs avec mon RAF. Donc tu vois, c'est pour là, c'est trois personnes qui ont compté dans ma carrière. Hein. Aurélien Billy, avec qui j'étais 10 ans en chambre, qui est un joueur clé de sa RAF, qui a amené sa fougue et je veux dire, c'est un joueur historique du club. Raresh, qui est devenu mon entraîneur après, avec j'ai une relation intime. Et Nicolas Moretti, qui était un ami et qui est toujours un ami. Et en fait, je pense qu'on a été une génération qui avait cette envie de réussir et qui a amené la première Coupe d'Europe au club.
un moment très important, je pense, pour le club. C'est ça qui a fait grandir aujourd'hui le club de Saint-Raphaël. Et qui t'a fait aussi évoluer en tant que sportif. Qui m'a fait évoluer en tant que sportif, mais je pense qu'il ne faut pas oublier ce groupe qui était uni et on était capable de gagner des matchs qu'on ne pensait pas, tu vois. Donc, et je pense que cette première Coupe d'Europe a été la révélation pour la ville et on a pu même, je veux dire, aujourd'hui tu regardes bien, en 2018, je crois qu'on a été en finale de Coupe d'Europe, on perd la finale. Ça a été ma plus grosse déception et aussi la plus belle, le plus beau souvenir, quoi, tu vois. Donc et aujourd'hui, tu vois bien comme la difficulté d'un club de revenir en Coupe d'Europe. Pour moi, pour une Coupe d'Europe, c'est 10 ans de travail d'un club. 10 ans de travail, de trouver les joueurs, trouver la cohérence, les bons joueurs qui vont faire que le club va grandir. Aujourd'hui, on est la première année après la Coupe d'Europe, je crois qu'on a baissé, on est devenu 7e. Aujourd'hui, revenir au devant de la scène, c'est très dur, quoi. C'est des années de travail pour le club et en tout cas, ils font tout pour. Et justement, je pense que tu entends parler un petit peu tout à l'heure du côté aussi familial et la place prépondérante que peut avoir la famille sur un sportif de haut niveau comme tu l'es. Comment tu as réussi un petit peu à trouver cet équilibre entre la vie personnelle et d'athlète justement aussi professionnel et quel rôle finalement a joué vraiment aussi ta famille dans ce parcours sportif? Parce que comme tu disais, toi tu as eu la chance de rester là un long moment. Est-ce que justement ça a été aussi la clé du succès que tu as pu rencontrer en tant que joueur? Bien sûr, la famille c'est très important, c'est ce qui permet aussi de te retrouver, quoi, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un petit garçon, Gabriel. Quand je rentre à la maison, c'est quelque chose, c'est un épanouissement personnel. Ma chérie, elle a aussi un grand garçon qui s'appelle Timaël. Donc, je pense que c'est important, en tout cas pour ton équilibre, d'avoir une famille et ce qui te permet de te ressourcer et de te motiver, quoi. Donc, petit garçon qui fait du handball? Pour l'instant, malheureusement, ils ne font pas de handball. Bientôt, je vais m'y mettre, quoi. Mais je pense que dans la vie d'un sportif, avoir trouvé son équilibre familial est très important, tu vois. Je pense que ça a toujours été comme ça dans ma carrière, en tout cas, et tous les joueurs que j'ai connus, ils ont besoin d'un équilibre à côté ou d'avoir une passion à côté qui permet aussi de pouvoir se ressourcer et penser à autre chose que handball. Au début de ma carrière, c'est vrai que, par exemple, je vais dans un truc con, mais j'adorais le handball, j'en regardais trop de matchs, je voulais savoir qui tous les jours, etc. Et en fait, maintenant, un petit peu avec le temps, j'ai appris un peu à me délaisser de ça et avoir d'autres passions qui permettent aussi de pouvoir trouver mon équilibre un petit peu, quoi. Et justement, tu as annoncé donc, que ça sera ta dernière saison et que tu prendras ta retraite après la fin de la saison. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets aussi de l'après, parce que je pense que ça se prépare aussi. Qu'est-ce que tu aimerais faire après? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est sûr que je veux rester déjà dans le milieu du sport et je vais rester dans le milieu du club. J'ai la chance que le club, on va travailler ensemble avec le club après sur la formation, donc voilà, ça c'est un objectif et que c'est quelque chose qu'on va faire en travailler ensemble, donc ça c'est une chance. Ensuite, je développe des stages de handball dès cet été là, à mon nom. Donc c'est des choses que je prépare. Là, je suis en formation aussi avec, là je monte à Paris, tu vois, dès lundi pour mes diplômes d'entraîneur pour pouvoir être directeur après la centre de formation. Donc voilà, je travaille l'avenir. C'est sûr que tu vois, c'est quelque chose que quand tu es sportif, on oublie. C'est toujours dur, on vit le moment actuel, mais c'est peut-être toujours dur de penser à l'après. En fait, c'est surtout penser à l'après. On met de l'argent de côté, mais préparer son avenir, qu'est-ce que tu veux faire après? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en difficulté ou qui font des burn-out. Moi, je sais que je veux rester dans le milieu du sport et que j'ai la chance que mon club me donne l'occasion. Maintenant, tout n'est pas le cas pour tous les sportifs et c'est quelque chose qu'il faut qu'on travailler et préparer. Parce que durer jusqu'à 40 ans, c'est rare, tu vois. Donc voilà, moi, je vais travailler avec le club, je prépare des stages de hand pour les vacances, pour des gamins, tu vois, qui vont venir et qui vont pouvoir performer, en tout cas. Et après, je vais essayer de développer aussi un petit peu tout ce qui est consulting, c'est-à-dire avec les entreprises pour essayer de, par exemple, tu vas dans une entreprise, pour parler des liens qu'il y a entre le sportif de haut niveau, la cohésion de groupe, avec les entreprises qui sont des fois qui ne savent pas comment amener les objectifs personnels et individuels et collectifs dans une entreprise, quoi. Donc je voudrais essayer de développer aussi ce côté-là un petit peu qui m'a plu, parce que j'ai fait une intervention sur Paris la dernière fois et je me suis rendu compte que en fait, avoir des connaissances de sportifs de haut niveau et vivre la vie de groupe, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas comment gérer et je trouve qu'on peut leur donner pas des solutions, mais en tout cas on peut les aider en tout cas à évoluer dans certaines entreprises. Super. Et là,
pour revenir un petit peu aussi aux anecdotes et aux souvenirs, est-ce que tu as peut-être une anecdote un peu mémorable de ta carrière qui t'a particulièrement marqué ou un souvenir peut-être que tu n'aurais pas forcément ou tu n'aurais jamais dit et que tu aimerais aujourd'hui dire Non, j'en ai des souvenirs, j'en ai plein. quelque chose de marquant qui t'a... Marquant, je te l'ai dit, À je part pense que c'est la finale de Coupe d'Europe. Le plus marquant de ma carrière, ça a été aussi. Alors, je vais te raconter cette anecdote, d'ailleurs, quand j'ai fait l'intervention d'entreprise, que j'ai racontée, qui est pour moi la plus belle anecdote qui existe. On fait la demi-finale de champion d'Europe avec l'équipe de France et on perd en demi-finale contre l'Espagne. Et à cette époque-là, on avait une génération de dingue. Il y avait Nicolas Karabatic, tout le monde et tout, et on perd. On rentre à l'hôtel, tout le monde baisse la tête et tout, et on avait la petite finale à jouer pour la place médaille de bronze. Et en fait, tout le monde fait la gueule, et je prends la parole en disant, moi j'ai 32 ans, il y a des gamins qui ont 18 ans, il y a des gamins, ils ont tout gagné, et moi j'avais rien gagné, tu vois. Et en fait, je leur fais un discours qui était sorti, qui a marqué, en leur disant, vous voyez la chance que moi j'ai la chance d'être là, j'ai pas envie que vous faites la tête, il y a encore une médaille à aller chercher. Vous avez tout gagné, moi j'ai rien gagné, c'est peut-être ma seule chance dans ma carrière de gagner une médaille. S'il vous plaît, battez-vous, quoi, tu vois. Et en fait, ça leur a fait un tilt. Et on gagne le Danemark en médaille de bronze. Et tous les joueurs sont venus me voir et m'ont dit, celle-là, elle est pour toi, tu vois. C'est pour toi, l'entraîneur, le sélectionneur, en fait, ils m'ont tous remercié. C'est toi qui nous as donné cette force. Et cette médaille, elle te revient, elle est pour toi, tu vois, Raph. Et je pense que c'est un moment marquant dans ma carrière, quoi, tu vois. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Tu aimes ça justement, même que ça soit dans le vestiaire, etc. À un moment donné, parce que aussi peut-être ton expérience fait que, mais prendre la parole comme ça pour galvaniser un petit peu tes... Oui, je suis quelqu'un qui a un gros caractère et qui est capable d'emmener les mecs. En fait, quand il faut dire les choses, je suis capable d'être franc et dire les choses. Mais à la fois quand ça va et à la fois quand ça va pas. Oui, bien sûr, voilà. Mais aussi, je suis capable de dire des fois des choses que les gens n'aiment pas forcément dire, mais qu'il faut dire des fois, parce que dans un groupe, dans un vestiaire, il faut se dire les choses. Et si on ne se dit pas les choses et qu'on ne crève pas l'abcès, on n'avance pas. Et des fois, il faut savoir se dire les choses. Donc ça m'est déjà arrivé, que ce soit l'année dernière ou des années avant, même s'il y avait des joueurs plus vieux que moi, j'ai pas hésité à créer des fois des conflits justement pour pouvoir que le groupe avance. Et des fois titiller la personne ou les gens pour pouvoir ou même des fois ça m'est arrivé avec le club, de dire des choses qui m'ont été un peu des fois reprochées, mais ça a été toujours positif dans le sens que moi j'ai toujours voulu jouer pour le club et la ville c'est vraiment mon club de cœur aujourd'hui, je tiens à le dire et je suis fier d'avoir fait autant d'années, d'ailleurs c'est pour ça que je t'amène dans l'enceinte, sinon je t'aurais amené là et en fait voilà, ça a été des 20 ans, 18 ans en tout cas dans le club, de moments de gloire, de bonheur. Jamais un jour où je suis venu en n'ayant pas le sourire et pas content de m'entraîner, quoi. Merci beaucoup, Raph. Des dernières petites questions sur justement ce qu'on avait mis la question de l'auditeur et j'aimerais te poser cette petite question qui m'est revenue justement en message privé sur... On m'a demandé de te demander justement quel était le gardien qui t'a posé le plus de soucis dans ta carrière. Est-ce qu'il y avait un nom ou un gardien qui t'a posé le plus de soucis dans ta carrière? Un gardien... j'ai pas forcément eu un gardien qui m'a posé le plus de soucis. Le seul gardien, que pourtant on n'a pas une amitié forcément forte, tu vois, puisqu'on a joué ensemble ici et ça s'est pas forcément bien passé et bien fini, c'est Vincent Gérard. C'était le seul gardien, c'est vrai que j'ai eu des difficultés avec lui. Hormis ça, j'ai pas eu de gardien qui m'a vraiment posé problème. Il y avait des bons gardiens. Mais quand je dis le plus de soucis, c'est notamment qui te connaissait peut-être où tu allais tirer, qui te connaissait vraiment dans ce style-là, qui connaissait un peu je par pense que cœur c'est Vincent Gérard, parce qu'on a débuté ensemble à Vincent Gérard, on a débuté ensemble à Montpellier. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un joueur qui avait toujours été un gardien où j'ai eu un peu du mal avec lui. Voilà, et après c'est vrai qu'on a joué ensemble, mais dans l'humain ça n'a pas forcément bien passé. Ça reste un grand gardien. Le sportif j'ai toujours apprécié, l'humain j'ai moins aimé. Sinon, je pense aussi à Omeyer aussi quand même, qui est un grand gardien et qui reste une légende de ce sport. Voilà. Après pour moi le meilleur gardien qu'on a eu ici, je te dis, on a eu Pepa Kucharka et on a eu, je tiens aussi à féliciter Djukanovic, qui a été les grands gardiens qu'on a eu au club ici et qui ont permis d'avancer, Popescu aussi. Donc on a eu toujours des bons gardiens, on a eu toujours des grands joueurs. D'ailleurs, je voudrais passer un message sur ce truc, c'est que
Je remercie tous les joueurs qui sont passés par le club. Et d'ailleurs que je vais faire venir beaucoup de joueurs le 9 juin, parce que je vais faire le 7 juin je crois, c'est mon dernier match. Il y aura un match des anciens, que je voudrais qu'ils viennent tous pour justement faire cette grande fête, tu vois, pour dire au revoir et les remercier tous, parce que il ne faut pas non plus négliger tous les joueurs qui sont passés et qui ont amené le club aujourd'hui où est-ce qu'il en est. Et il faut les remercier, et donc je vais essayer de les remercier à ma façon, quoi. Merci. Merci à toi en tout cas, Raph, pour ce petit podcast et ce petit entretien. C'est très sympa de ta part en tout cas d'avoir répondu favorablement à l'invitation, Oui. et je suis très heureux d'être ici. Merci à toi en tout cas. Ton meilleur match? Deux meilleurs matchs, mais les demi-finales et finales de Coupe d'Europe avec le Saint-Raph. Je crois que je mets 12 buts et 12 buts. On perd en finale, mais c'est mes meilleurs matchs. Voilà. La défaite la plus difficile à digérer de ta carrière? On revient à la défaite de la Coupe d'Europe. Pour moi, qui a été on est passé à ça, de gagner un titre à Saint-Raph. Ça aurait été le plus grand espoir, revenir et à cette coupe à Saint-Raphaël. Pour la ville, en tout cas, ça a été la plus grande tristesse. Un joueur préféré ou un joueur qui t'a marqué dans le monde du handball? Je peux t'en citer trois. Ouais, tu en cites trois. Trois joueurs qui m'ont marqué, en tout cas, il y en a beaucoup d'autres, hein, sachez-le. Aurélien Billy, Geoffroy Krantz et Adrien Dipanda, je pense que c'est des joueurs avec qui j'ai eu une attache particulière et qui ont marqué le club. Après, il y en a beaucoup d'autres que je ne peux pas citer, mais voilà. Un moment drôle en équipe? Un moment drôle en équipe, quelques soirées en tout cas. J'en ai une particulièrement après le Covid, qui est un moment important. La ferme du Rabinon, c'est une ferme qui est un petit peu à l'écart de tout, là, une ferme où tu manges du foie gras, et on a fait après le Covid, c'est la première sortie qu'on a eue après le Covid, on s'est retrouvés tous là avec l'équipe, on a fait une belle bringue la journée. Et après, je vais te dire, j'ai un beau souvenir avec Nicolas Moretti et certains joueurs Je crois que je connais. en première en Biélorussie. C'est J'ai vu écho voilà. de cette... Première victoire en Coupe d'Europe à l'extérieur, où on fait une belle soirée, et qui est mémorable parce que c'était la première victoire du club en Coupe d'Europe, et je pense que ça l'a marqué en tout cas. Il y avait une histoire de peignoir, je crois. On ne raconte pas les détails. Une célébration inoubliable? Le petit doigt que je fais chaque match quand je marque, j'en fais deux, c'est pour les enfants que j'ai là avec Gabriel et Timaël, donc qui me sont importants. Un entraîneur marquant au cours de ta carrière? Un entraîneur marquant, je vais te dire, tous les entraîneurs que j'ai eu à Saint-Raphaël m'ont marqué, donc je ne vais pas en enlever un. Et je rajouterai Didier Liénard aussi, qui m'a donné ma chance en équipe de France, donc voilà, je les remercie tous ceux. Peut-être que je mets aussi Patrice Canaillé, qui m'a amené cette rigueur en tout cas que j'ai eue durant ma carrière, et qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et alors bien sûr, c'est la dernière question, une salle où tu aimes jouer, à part Saint-Raphaël, ou bien sûr je pense que ça serait la numéro 1, mais en tout cas une salle où tu aimes jouer à l'extérieur qui te plaît particulièrement? Alors j'en ai une Montpellier, qui est ma ville de cœur, où ma famille est là-bas encore, et Nantes, qui est la plus belle salle de France aujourd'hui, et quand tu joues devant 8000 personnes, 10 000 personnes, c'est pour ça que tu fais du sport de haut niveau, c'est de jouer dans des salles remplies. Et après aussi, je veux dire, quand tu joues en Coupe d'Europe et à l'extérieur, il y a toujours une atmosphère particulière, donc voilà, il y a des très belles salles dans le handball, et je pense qu'on est en train de passer des caps petit à petit, en tout cas avec ce sport qui a 20 ans quand j'ai commencé, les salles n'étaient pas remplies. Ici, il y avait 800 personnes, aujourd'hui on arrive à remplir 2000 personnes. On joue dans des salles de 10 000 personnes, donc je veux dire, je pense qu'on est une pente qui monte au niveau de ce sport, et j'en suis fier. Merci à toi en tout cas. Dernière petite question, et pour finir et pour clôturer ce podcast, si tu devais choisir quelques mots pour résumer un petit peu ton passage dans la cité de l'Archange, qu'est-ce que tu dirais sur le club, sur plein de choses, voilà. Qu'est-ce que tu dirais pour terminer, si ça devait être tes derniers mots aujourd'hui? C'est dur, mais je pense que j'ai eu un amour pour ce club dès le départ, et j'ai toujours voulu mouiller le maillot en tout cas, et donner le meilleur de moi-même. Et je remercie tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit les dirigeants, les supporters et les joueurs avec qui j'ai partagé des moments
intime et maintenant qu'on est amis en dehors. Et en tout cas, merci pour tout, merci pour ce sport qui m'a amené beaucoup de choses et beaucoup de valeurs en tout cas. Et voilà, et je vais essayer de transmettre maintenant ces valeurs aux futurs joueurs qui vont venir dans ce club. En tout cas, merci Raph, parce que voilà, je le dis au nom de, je pense beaucoup aussi, je pense que tu nous as fait rêver, que ce soit tout au long de ta carrière. Tu continues de nous faire rêver et tu vas continuer de nous faire rêver jusqu'à la fin de la saison. Alors merci en tout cas pour déjà ce que tu inculques, les valeurs que tu dégages, que ça soit sur et en dehors du terrain. Et merci vraiment pour d'avoir accepté, parce que je pense que j'ai été très chanceux aussi de t'avoir. Donc merci en tout cas pour tout ça et bonne continuation pour moi, pour je voudrais donner rendez-vous quand même le 7 juin à la ville et à tous les gens qui m'ont vu pour les remercier une dernière fois sur le terrain, quoi. Voilà, qu'il y ait une belle fête qui sera organisée et que je veux que tous les gens soient là. C'est passé, le message est passé. Merci beaucoup Raph, merci.